Mr. Patry. Maître Papri, président de la Fondation Wright, professeur Vassali, recteur de l'Université de Genève, cher Heuston, le directeur de MANEP, et cher Thierry Giamarchi, puisque vous allez superviser tout ce colloque, chers amis de la science, madame, messieurs, bienvenue à cette soirée. Et je suis ravie de pouvoir parler de révolution quantique. Et dans le cadre de cet exposé, je vais vous présenter les lois assez extraordinaires qui déterminent la façon dont la nature, le monde qui nous entoure et nous autres, nous fonctionnons. Et ce thème, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose de fascinant et de très important. Donc, je suis très reconnaissant à la Fondation Wright et à l'Université de Genève d'avoir consacré le colloque de cette année à ce sujet absolument fascinant. Et je suis ravie qu'on m'ait donné l'occasion, justement, de vous parler un petit peu de ce qui me fascine au quotidien. Alors, ici, si on arrive à un petit peu éteindre, on voit comment on réfléchit au fonctionnement de la mécanique de notre monde. Vous voyez cette horloge ici et vous voyez qu'il y a des roues, des leviers, il y a une rotation, il y a des forces qui interviennent. Et si en plus on rajoute un courant, les effets thermiques et l'optique, on se dit, on va pouvoir décrire le monde entier et même le fonctionnement de nos corps. Les os, ce sont des leviers qui tournent autour des articulations. Les muscles convertissent l'énergie chimique en une rotation. Le cœur est une pompe qui pompe le sang dans tout le système. Peu importe, c'est toujours la même chose, c'est le même fonctionnement. Alors, cette façon de comprendre la nature, enfin, c'est comme cela qu'on comprenait la nature jusqu'au début du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la physique classique. Mais est-ce que c'est encore ce qui nous entoure aujourd'hui? Est-ce que c'est notre monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sous-tend cette physique classique? Est-ce qu'il y a d'autres lois qui sont différentes de celles que nous connaissons, que nous devons essayer de comprendre? Parce que nous vivons dans un monde différent, nous vivons dans un monde qui est contrôlé par des lois assez bizarres, assez étranges, et je souhaiterais vous en parler de quelques-unes. Ces lois et le comportement de la nature, ce n'est pas de la spéculation, ça ne relève pas de la spéculation, c'est quelque chose de scientifique et on le comprend tout de suite. Regardez ce qui se passe à l'écran, les forces qui stabilisent les ailes de ces papillons, ce sont des forces que l'on ne peut pas décrire en recourant à la physique classique. L'odeur subtile, le parfum subtil de ces fleurs, la couleur de la chlorophylle, le fonctionnement de la chlorophylle, on ne peut pas expliquer cela en recourant aux lois de la physique classique. Ce n'est pas possible. Et nous voyons tout de suite que la physique classique ne nous permet pas de comprendre la nature. Si on revient à notre mécanisme horloger ou si on regarde cette gaufrette de silicium à un microscope avec un fort agrandissement, on voit que la matière déborde des atomes, les atomes de silicium. Et si on zoome sur cet atome, comme nous l'avons fait ici à l'université d'Augsbourg, ce sont des images de mon groupe, on voit un atome de silicium et on voit la structure à l'intérieur de l'atome. Alors, l'agrandissement de cette image, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez un atome et vous l'agrandissez à cette taille, on a un facteur d'agrandissement extraordinaire. Si on applique ce même facteur à cette image, eh bien, on couvrirait la Lune. Donc,
la physique classique ne nous permet pas de décrire l'atome. Même l'existence des atomes tels qu'ils existent contredisent les lois de la physique classique. Ce que vous voyez ici, ce sont les électrons qui tournent autour du noyau. Et c'est comme ça qu'on décrit cela, conformément à la physique classique. Alors les atomes, on ne peut pas savoir, on ne peut pas expliquer pourquoi ils existent, mais on peut les décrire comme un petit système solaire. Il y a un noyau qui joue le rôle du Soleil et il y a un électron qui est une particule qui tourne autour. Mais la physique classique nous ferait comprendre que ceci est instable parce que l'électron chargé va perdre son énergie et rentrer dans le noyau. Donc, d'après la physique classique, on pense que ce système est instable et notre monde serait instable. Ce qui se passe en fin de compte, c'est que ces électrons n'agissent pas comme des particules. Ces électrons, tels que nous comprenons aujourd'hui, se comportent comme des ondes, des vagues. Et ces vagues, ces ondes, ce sont ces orbitales que l'on a appris à connaître dans les cours de chimie ou de physique à l'école. Et la science nous fait comprendre aujourd'hui que chaque morceau de matière, les électrons, les neutrons, les balles de golf, les pommes, vous et moi, nous sommes des vagues, des ondes, ou nous sommes constitués d'ondes. Vous l'avez peut-être déjà entendu dire et ça vous a peut-être interpellé. Et peut-être vous êtes habitué à ce genre d'affirmation, mais je souhaiterais un peu rentrer dans les détails, vous expliquer comment la physique classique décrirait une particule et les vagues. Donc, d'après la physique classique, les particules et les ondes, c'est quelque chose de très différent. Alors, la particule, c'est une pierre, selon les lois de la physique classique. Une pierre qui a une forme particulière, qui a une couleur à elle, qui a une texture en surface. Et la pierre a la propriété suivante. S'il y a une pierre, il n'y a pas de deuxième pierre. Si vous prenez une deuxième pierre, vous essayez de la mettre sur la première pierre, elle se repousse, c'est très dur. Vous pouvez la jeter, cette pierre, vous pouvez jouer avec. Vous savez ce que c'est qu'une pierre. Une onde, c'est quelque chose de très différent. C'est une excitation de médium. Par exemple, ici, on fait des ronds dans l'eau et c'est une onde qui se propage. Donc, c'est une gouttelette d'eau qui bouge du haut vers le bas, qui excite son voisin avec un certain retard. Et c'est un petit peu comme la hola dans le stade. L'onde va se répandre dans la matière. Et l'onde, la vague, peut se propager dans de grands espaces. Contrairement aux particules, quand il y a une vague, vous pouvez avoir une deuxième vague. Les ondes peuvent se pénétrer et il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. Mais je répète ce qui saute aux yeux, s'il y a un chevauchement d'ondes, c'est très important de voir comment elles se chevauchent. Il y a deux pics qui se chevauchent et les deux creux des ondes qui se chevauchent, eh bien vous avez des pics plus impressionnants et des creux. Et si le pic rencontre un creux, eh bien les deux ondes s'annulent. Donc, si on sait que chaque morceau de matière, c'est une vague ou une onde, alors, il faut savoir comment on en est arrivé à cette conclusion et qu'est-ce que cela signifie. Parce que ça paraît très bizarre, ça paraît impossible à comprendre, mais on le sait que c'est le cas, parce qu'on peut calculer avec une très grande précision le comportement de ces ondes en recourant à une équation que je vais vous montrer. J'aime pas trop vous montrer d'équations, c'est la seule que je vais vous montrer. Et je le fais parce que cette équation
les physiciens sont obnubilés par cette équation, par la beauté de cette équation. Ils la trouvent extraordinaire. C'est une équation qui est le fait d'un grand génie, un vrai génie, Paul Dirac, un scientifique britannique. Et en 1928, il décrit le comportement de ces ondes. Et ces ondes, ça c'est le symbole psi, c'est l'onde. M, c'est la masse de la particule qui est décrite par l'onde. Et ce facteur décrit la dynamique, la particularité du problème. Ça c'est l'équation de Dirac. Et elle est extraordinairement précise, cette équation. Elle nous a permis de faire des prévisions qui ont été vérifiées expérimentalement avec une précision de 10 à la puissance 12. Et c'est vraiment l'équation la plus précise que nous connaissons dans le monde scientifique. Donc 10 à la puissance 12, c'est comme si vous aviez balance pour vous peser vous-même avec une précision d'un millionième de gramme. Et si vous avez une théorie, un modèle pour calculer votre poids, d'après ce que vous avez mangé hier, ce que vous avez fait, si vous avez fait de l'exercice physique, etc., calculez votre poids avec une précision d'un millionième de gramme et vous mettez sur la balance et vous tombez pile poil, eh bien vous dites que la théorie que j'ai développée est précise. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec cette équation. Et cette équation ne nous a jamais failli. Elle est très puissante. Elle nous a permis de faire des prévisions auxquelles Paul Dirac ne pouvait même pas penser avant de concevoir cette équation. Matter. Une de ces prévisions, c'est l'existence d'antimatière. C'est ce que cette équation nous apprend. Qu'est-ce que l'antimatière? Mes étudiants m'ont dit il faudrait expliquer ce qu'est l'antimatière en une phrase. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. L'antimatière, c'est ceci. Si vous avez une pierre et que vous la lancez, il ne vous reste rien. Si vous voulez vous transformer en physicien théoricien, vous dites ce qui me reste, c'est le vide. L'équation de Dirac dit si vous avez un vide, vous pouvez prendre une pierre, l'extraire de ce vide, la jeter, et ce qui vous reste, c'est une antipierre. Une antipierre, c'est comme une véritable pierre qui présente de la texture, une couleur, une forme. La seule propriété qui fait la différence entre une pierre et une antipierre, c'est que l'antipierre est constituée d'antimatière. Cette équation le prédit. Et 4 ans après la rédaction de cette équation, l'existence de l'antimatière a été effectivement prouvée. Le physicien qui a découvert cela n'a pas trouvé de pierre, d'antipierre qui nous tombait, mais il a trouvé des antipositons. Et désormais, on peut même réaliser des anti-atomes et sans doute aussi des antimolécules. L'équation de Dirac, donc, constitue la clé de voûte d'une physique nouvelle qui va bien au-delà de la physique classique. C'est ce que l'on appelle la physique quantique. La révolution qui s'est produite à cette période-là, grâce à Dirac, mais aussi grâce à Max Planck, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Pauli et d'autres, c'est ce que l'on appelle la révolution quantique, qui est précisément le sujet du colloque Wright de cette année. Cette équation décrit également ou apporte la première explication de la raison pour laquelle les molécules présentent la cohérence qui est la leur. Sans cette équation, sans la physique quantique, il n'y aurait pas de molécules. Et nous ne serions pas là ce soir. Nous serions sans doute des nuages de gaz qui dériveraient dans l'univers. Je ne sais pas très bien ce qu'il adviendrait de nous. Cette équation prédit et décrit plutôt les forces qui assurent la cohésion des molécules. Et elle est donc utilisée
à des milliers de reprises tous les jours par l'industrie chimique pour calculer la propriété des molécules, pour découvrir si telle ou telle molécule peut servir de médicament ou non. Il n'est donc plus nécessaire de synthétiser ces molécules, il suffit de les décrire et d'en calculer les propriétés sur un plan théorique. Voilà une photo de Paul Dirac, l'auteur de cette équation. C'était un Britannique, mais je tiens à vous le signaler, son père était suisse. Il était né à Saint-Maurice, puis s'était rendu au Royaume-Uni pour épouser, en Cornouailles, la fille d'un marin britannique. Donc voilà l'histoire de Paul Dirac. Alors, cette onde, ce psi, qu'est-ce que cela signifie exactement? Ce psi nous apprend ceci. Le psi indique la probabilité de trouver une particule à une position donnée dans l'espace. Ce n'est pas le psi lui-même, c'est le psi qui est porté au carré d'une certaine façon, mais je n'entrerai pas dans le détail parce que ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous ce soir. Ce qui est important en revanche, c'est que cette probabilité est particulièrement singulière. Ce n'est pas une probabilité usuelle, ce n'est pas celle à laquelle on est habitué. Je vais vous le montrer en prenant l'exemple suivant. Vous voulez sortir de chez vous, vous cherchez vos clés. Et vous vous dites, mes clés de voiture sont soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Donc il y a une probabilité de 50% de chance que ça se trouve dans l'une ou l'autre de ces pièces. Si vous les trouvez dans votre cuisine, vous savez que ces clés s'y trouvaient toujours. C'est vous qui ne saviez pas où elles étaient. Ça, c'est l'approche classique à laquelle on est habitué. Mais en l'occurrence, les choses se passent différemment. En physique quantique, voici comment les choses se passent. L'onde, 50% de l'onde des clés de voiture se trouve dans la cuisine et simultanément 50% de l'onde des clés se trouve dans la salle de bain. Ce n'est qu'au moment où on voit les clés dans la cuisine que les ondes correspondantes décident de se trouver à 100% dans la cuisine. Et à l'instant même, les 50% des ondes qui se trouvaient dans la salle de bain disparaissent instantanément. Ce qui m'arrive à moi, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire quand je vais chercher dans la cuisine, tout d'un coup, les ondes décident que mes clés se trouvent dans la salle de bain. Donc c'est un type de probabilité tout à fait inhabituel. Ce qui vous donne déjà une petite idée du point auquel la physique quantique est totalement différente de la physique à laquelle on est habitué. Le fait qu'il y ait une probabilité dans la cuisine provoque une modification de la probabilité dans la salle de bain. Un événement est donc non local. Un événement qui se produit à un endroit entraîne une modification d'un événement dans un autre endroit simultanément. Ce sont des effets qui ont été découverts et étudiés par exemple par le professeur Aspect, et nous allons l'entendre jeudi. Je tiens aussi à signaler que des expériences tout à fait impressionnantes de ce comportement ont été réalisées par le professeur Gisan ici à Genève. Genève est l'un des centres à la pointe de ce genre de recherche dans le monde. Et maintenant, j'aimerais vous montrer deux exemples indiquant à quel point le monde quantique est singulier et bizarre. Premier exemple, imaginez une balle de golf, un ballon de football, qui roule et qui doit monter une colline telle que nous l'avons dessinée ici. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quotidienne? En physique classique, les choses sont simples. Vous donnez un coup de pied dans le ballon, le ballon roule, grimpe cette pente,
puisque là où il y a un mur, il ne peut pas y avoir de balle. La balle roule le long du mur, perd de sa vitesse, fait demi-tour et quitte la scène. En d'autres termes, revient au point de départ. C'est comme ça que ça se passe généralement. Mais que se passe-t-il en physique quantique? Dans le monde quantique, le ballon se rapproche du mur. Mais il ne faut pas penser à l'électron comme à un ballon ou une balle, c'est une onde. Or, le comportement d'une onde est décrit par l'équation de Dirac. Il suffit donc de trouver quelqu'un qui résolve l'équation de Dirac pour nous et nous dise quel est l'effet de cette onde. Ça a été fait. Donc l'onde se rapproche du mur et l'équation de Dirac nous dit, contrairement à la physique classique, alors que dans physique classique, le ballon n'a pas le droit de pénétrer dans le mur, dans la physique quantique, ça n'est pas le cas. L'onde pénètre dans le mur, mais se transforme légèrement. Il y a donc une onde finie à l'intérieur du mur. Il y a donc une probabilité finie de trouver la particule là où elle n'a pas le droit d'être. C'est compris? Les choses commencent à devenir intéressantes si le mur est très fin. Parce qu'à ce moment-là, la particule peut ressortir de l'autre côté. L'onde se poursuit de l'autre côté du mur. Donc il y a une grosse onde de ce côté-ci, avec une probabilité élevée de trouver la particule du côté gauche du mur, mais il y a un petit peu d'onde résiduelle de l'autre côté, avec une probabilité finie de trouver la particule de l'autre côté du mur, ce qui signifie que la particule a traversé le mur. Elle n'a pas le droit de le faire, mais elle le fait quand même. Et cela a été confirmé par expérience des millions et des millions de fois. C'est une des propriétés de la matière. C'est facile à faire pour les électrons, mais ça peut aussi se faire pour des particules plus grandes. En tout cas, selon la physique quantique, ça pourrait même vous arriver à vous. S'il y a un mur, non, je n'invente rien. S'il y a un mur, il existe une probabilité finie de marcher et peut-être de traverser le mur. Je m'empresse d'ajouter que cette probabilité est très mince. Donc, répétez l'exercice souvent. Du fait que cette probabilité diminue en fonction de votre masse, donc en d'autres termes, si votre masse est importante et si l'épaisseur du mur augmente, la probabilité diminue. Pour vous, vous-même, la chance raisonnable de traverser le mur exigerait que vous essayiez pendant plus longtemps que l'âge de l'univers. Mais il existe quand même une probabilité que vous puissiez traverser le mur. C'est un effet qu'on appelle l'effet tunnel. Et maintenant, un autre exemple, qui est encore plus bizarre. Imaginez que vous réalisiez un petit anneau en métal. Un petit anneau d'or, minuscule, de l'ordre d'1 millier de millimètres. Ça semble bizarre, mais c'est tout à fait réalisable. Avec un petit équipement que l'on trouve dans l'industrie des semi-conducteurs, vous pourriez réaliser un tel anneau. J'ai dessiné un tel anneau d'or, avec un trou, donc, au milieu. Et je vais vous montrer ce qui se passe si nous envoyons un électron d'un côté de cet anneau vers l'autre. Cette petite balle indique un électron et la flèche montre la vitesse et la direction du déplacement de cet électron. Là encore, on est dans la physique quantique, donc il faut penser en termes d'onde. C'est la raison pour laquelle nous avons symbolisé l'onde de l'électron par ce petit crénelage sur la surface de cet anneau en or. Lorsque l'électron se rapproche de cet orifice, conformément à l'équation de Dirac, il y a une partie de l'onde qui ira de ce côté-ci et une autre partie de l'autre côté. Ces deux parties d'onde se retrouveront
puisque la longueur des deux parties de l'anneau est identique, on fera en sorte que les pics et les creux de l'onde se retrouvent et donc nous aurons à gauche et à droite la même taille d'onde, ce qui signifie que l'électron aura la même probabilité de se retrouver de l'autre côté et quittera l'anneau sur la droite. Mais regardez ce qui se passe au milieu. Ici, nous avons une petite onde, 50% de l'onde ici, 50% de l'onde là. Ce qui signifie que l'électron, la moitié de l'électron, mais pourtant c'est une particule indivisible, on ne peut pas la fractionner. Et pourtant la moitié de l'électron circule de ce côté-ci et l'autre moitié de l'autre côté. Et cela aussi a été confirmé expérimentalement. De la façon suivante. On peut ajouter ici une petite bobine dans l'orifice de cet anneau. Et si on fait passer un courant à travers une telle bobine, vous avez appris ça à l'école, cette bobine va créer un champ électromagnétique. Et on peut régler la force de ce champ magnétique comme ceci. Ce champ magnétique, dans l'orifice, déplace légèrement l'onde, les deux parties de l'onde l'une par rapport à l'autre. Et on peut régler les choses de telle manière qu'à droite de l'anneau, à un pic correspond à un creux, ce qui signifie que les deux ondes, ici, finissent par s'annuler, se détruire mutuellement. Ce qui signifie que de l'autre côté, il n'y a plus d'ondes, donc plus d'électrons que l'on puisse trouver sur cette partie-là. Et l'électron ne peut donc plus sortir de l'anneau de ce côté-là. Il est donc obligé de faire demi-tour et de ressortir par l'orifice d'entrée. En actionnant ce champ magnétique qui modifie la résistance de cet anneau, on ne peut plus transporter du courant électrique. Et on a donc un effet mesurable, qui a été bel et bien mesuré. C'est un effet qui ne fonctionne bien entendu que si l'électron passe des deux côtés, sur les deux branches de l'anneau. Parce que sinon, les deux parties de l'onde ne pourraient pas se compenser à la sortie. Cette expérience prouve donc que l'électron existe bel et bien des deux côtés de l'anneau, alors que c'est une particule indivisible. Comment est-ce possible, me direz-vous? On peut faire une expérience pour voir où se trouve l'électron. Si vous prenez un microscope, par exemple, au moment où vous voyez l'électron, il se trouve ici, et l'onde de l'autre côté disparaît, et l'anneau devient à nouveau conducteur. C'est une expérience qui a été faite en 1961 à l'université de Tübingen d'ailleurs, par le professeur Johansen. Et les lecteurs de Physics World, qui est la revue de la Société des physiciens britanniques, a choisi en 2002 la plus belle expérience scientifique jamais réalisée. Et les lecteurs ont donc voté sur les expériences faites par les Grecs, par Newton, etc., etc. Et c'est cette expérience-ci qui a été retenue comme étant la plus belle expérience jamais réalisée en physique. La situation est sans doute encore plus étonnante que vous ne le pensez pour l'instant. En effet, l'électron ici est influencé par la présence du champ magnétique qui se trouve au milieu du trou. Vous connaissez l'effet des champs magnétiques ou électromagnétiques qui ont une influence, par exemple, votre radio dans la cuisine est bien entendu influencée par les ondes radio émises par l'émetteur radio. La station de radio diffuse les ondes radio et ces ondes radio circulent depuis l'émetteur jusqu'à votre cuisine et votre appareil radio utilise son antenne pour capter les ondes radio dans le ciel et tout ceci se transforme en musique que vous écoutez à la radio. Mais ici, les choses sont différentes. Le champ magnétique à l'intérieur de cette bobine a une influence sur le comportement des électrons puisque cela interrompt le flux du courant, mais il n'y a pas de champ magnétique là où se trouvent les électrons. On peut donc même
protéger la bobine des électrons. Le transport, le flux des électrons n'en est pas moins arrêté. L'électron sait, en d'autres termes, qu'il y a un champ magnétique à l'intérieur, alors que le champ magnétique est très éloigné des électrons eux-mêmes. C'est une expérience qui a été, là aussi, réalisée. Et l'expérience de contrôle a été faite. En l'absence de champ magnétique, dans la bobine, l'électron peut circuler. Tout ceci montre le caractère non local des électrons, qui sent en quelque sorte ce qui se passe à un autre endroit de l'espace. Je vous ai déjà montré quelques effets tout à fait étonnants de la physique quantique et je vais vous faire une petite pause maintenant. Un membre de mon groupe a résolu l'équation de Dirac pour des petits anneaux tels que celui que je vais montrer et a calculé la manière dont les électrons se comportent sur ces anneaux. Les modèles mis en place sont tout à fait beaux. Ce collaborateur a coloré ces images. Moi, j'aime beaucoup ces images. Je les aime tellement que je les montre successivement pour vous faire une petite pause pour que vous voyez à quel point la physique quantique peut être belle. Ce sont donc des ondes qui ont été colorisées. Voici la manière dont la nature s'organise. Le chercheur est Florian Loder, c'est un Suisse. Nous sommes ravis qu'il ait choisi de travailler avec nous à Augsbourg. Alors, où en sommes-nous de mon exposé? Dans ma communication, je voudrais vous faire passer 3 messages à retenir. 3 messages que je serais très ravi que vous veuillez bien garder en mémoire. Premier message, le monde quantique est aussi beau que bizarre. J'espère avoir pu le montrer. Mais bon nombre d'entre vous pensez sans doute que le monde quantique est totalement foldingue, mais n'a rien à voir avec nous. Des particules minuscules, ça n'est pas moi. Je peux donc me passer de savoir ce qui se passe dans le monde quantique. Donc, le deuxième message vise à montrer à quel point on se tromperait de penser de la sorte. La physique quantique est utile dans la vie quotidienne. Vous vous demanderez sans doute en quoi la physique quantique a-t-elle une incidence sur ma vie quotidienne. Eh bien, j'ai quelques exemples à vous montrer à cet égard. Un exemple qui pourrait être la poche de votre pantalon ou bien le porte-monnaie que vous avez en main. Vous avez sans doute un téléphone portable avec vous. Ce téléphone portable, ça n'est rien d'autre que de la physique quantique mise dans une petite boîte. Et je vais vous le prouver. Nous utilisons la physique quantique tous les jours. Voici un téléphone portable passé aux rayons X, dans lesquels on voit les microprocesseurs, les puces, composés de millions de transistors. Chacun de ces transistors amplifie ou commute des signaux en s'appuyant sur des effets quantiques. Sans physique quantique, le transistor ne pourrait pas fonctionner. Le microprocesseur ne pourrait pas fonctionner. Il n'y aurait pas de micro-ordinateur, il n'y aurait pas de téléphone portable, il n'y aurait pas de radio sans physique quantique. La physique quantique n'aurait pas même permis de songer à l'idée d'un transistor. Généralement, la lumière d'un téléphone portable est due à des diodes électroluminescentes qui sont de la physique quantique pure. Il y a des électrons qui passent à travers ces diodes, transfèrent des énergies d'un endroit à un autre, émettant des particules quantiques de lumière, des photons. C'est cela, la lumière qui émane des téléphones portables. C'est important non seulement pour votre téléphone portable, mais c'est aussi très efficace sur le plan énergétique, puisque c'est un processus quantique. Dans les 10 à 15 années à venir, ces DEL
vont modifier totalement et radicalement la façon dont nous nous éclairons. Nous allons nous éclairer de façon beaucoup plus efficace grâce à ces diodes d'électroluminescence et cela nous permettra d'éviter que la Terre ne se réchauffe trop. Le téléphone portable que vous avez dans votre poche a une, parfois deux caméras CCD. Imaginez-vous, souvenez-vous, il y a 30 ans, les caméras CCD dans les studios de télévision étaient des choses gigantesques. Maintenant, c'est intégré dans votre portable. Pourquoi? Parce que les puces ont été réalisées de manière à être très miniaturisées. L'effet CCD est un effet de physique quantique, rien d'autre. Cela a totalement révolutionné la façon dont les DEL fonctionnent. George Smith, Howard Boyle, je ne sais plus son prénom en tout cas, ont reçu le prix Nobel en 2009 pour l'invention précisément de ces puces CCD. Et si vous utilisez votre téléphone portable pour surfer sur le web, vous utilisez bien entendu les fibres optiques qui ne se trouvent pas dans votre téléphone portable, mais qui connectent le serveur, qui vous connectent au serveur que vous utilisez pour surfer sur Internet. Donc, ces fibres optiques transportent les signaux. La manière dont la lumière est créée pour circuler dans les fibres et dont elle est détectée, ainsi que l'optimisation de ces fibres, tout ceci relève de la physique quantique. En d'autres termes, on utilise la physique quantique au quotidien, extrêmement fréquemment, plus fréquemment encore que vous n'utilisez un stylo ou un tournevis. Simplement, on ne s'en rend pas compte, parce que ceux qui vous vendent ces objets qui utilisent la physique quantique ne veulent pas vous effrayer, et donc dissimulent ces règles physiques avec une interface utilisateur qui vous empêche de savoir que vous utilisez la physique quantique. Évidemment, les tournevis et les stylos sont également des objets quantiques, j'ai oublié de le dire, parce que sinon ils n'existeraient pas. Mais bon, avec la physique quantique, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement pas de produit dans notre économie qui ne repose pas sur la physique quantique. L'économie mondiale repose intégralement sur la physique quantique, sur des phénomènes qui étaient inconnus il y a 100 ans et qui ont commencé à être découverts il y a 100 ans sous forme de recherches scientifiques tout à fait mystérieuses réalisées par des spécialistes de niveau tels que Dirac. Alors qu'aujourd'hui, cela constitue la base sur laquelle s'appuie toute notre industrie. Et ça ne va pas changer à l'avenir. Des progrès considérables vont être réalisés, j'en suis convaincu, et des applications nouvelles vont voir le jour sur la base de travaux qui sont des travaux, pour l'instant, de laboratoire. J'ai dressé ici la liste de 3 sujets. La cryptographie quantique en est un. L'équipe du professeur Gisan à Genève est un des pionniers à cet égard. La cryptographie quantique permet d'envoyer des messages d'un endroit à un autre de façon à ce que ces messages ne puissent pas être décodés. Donc, c'est la transmission des messages de façon totalement sécurisée. La téléportation, beam me up Scotty, comme on dit dans Star Trek, c'est le transfert de particules électroniques minuscules. Ça pourrait être impossible sans doute à réaliser avec des êtres vivants, parce que le travail à réaliser serait sans doute trop important, mais avec les particules, on l'a déjà fait. Les qubits, un sujet fascinant en soi. L'idée est de remplacer les bits, les octets qui sont la base de notre système informatique, par des systèmes quantiques, capables de transporter des états différents d'informations en même temps. Et on peut utiliser cela pour construire des ordinateurs infiniment plus puissants que les ordinateurs qui existent à l'heure actuelle. Vendredi, nous entendrons le professeur Blatt nous en parler justement. Mais je suis absolument convaincu que les applications les plus importantes de la physique quantique à l'avenir viendront de domaines et d'idées dont nous n'avons pas la moindre idée aujourd'hui. Il y aura des étudiants, des savants brillants qui peut-être demain matin vont découvrir quelque chose qui va changer totalement notre avenir.
Et le moment est venu de vous parler un petit peu du travail que moi je réalise. La supraconductivité est un phénomène, là encore, de physique quantique, comme le professeur Fischer vous l'a dit dans l'introduction. Pourquoi la supraconductivité? Je vais vous expliquer comment le courant, comment l'électricité circule à travers un conducteur. Si vous avez un câble en carbone ou en aluminium et que vous l'examinez, ça c'est une photo, plutôt une simulation, vous constatez qu'il y a des atomes et des électrons qui réalisent ces ondes, ces petits nuages autour des atomes. Mais il y a aussi des électrons qui se trouvent entre les atomes et qui sont libres et qui peuvent se déplacer librement. Si on envoie un courant à travers le matériau, ces électrons se déplacent et transportent l'électricité. C'est de cette manière que le courant électrique circule. Ce n'est pas un processus sans déperdition parce que les électrons, au moment où ils circulent, se heurtent à des atomes qui se trouvent peut-être au mauvais endroit ou qui ont une vibration trop importante parce qu'ils sont trop chauds, par exemple, ou qui contiennent des impuretés. Eh bien, en heurtant ces atomes, ces électrons entraînent une déperdition d'énergie. J'ai réfléchi à un exemple et je me suis dit que je devais prendre l'exemple de la circulation routière et du trafic et des bouchons. Si vous traversez la ville de Genève, il y a des chantiers, des bouchons, et donc vous êtes obligé de perdre de votre vitesse. Et ensuite, vous réaccélérez à nouveau, et évidemment, vous consommez de l'énergie. Eh bien, les déperditions d'énergie à l'intérieur d'un câble sont souvent très importantes. Pour des lignes à haute tension parallèles, la perte moyenne est de 50 watts par mètre. D'ailleurs, peu importe la tension ou le voltage de ces lignes à haute tension, 50 watts par mètre, c'est la déperdition moyenne. On pourrait donc illuminer une ampoule électrique tous les mètres d'une ligne à haute tension. C'est une énergie qui est perdue. C'est l'électricité qui est générée, mais qui est perdue et qui se retrouve en train de chauffer l'atmosphère. Sur 40 mètres, ça représente tellement de déperdition d'énergie que l'on pourrait alimenter tout un ménage suisse en électricité. Donc, tous les 4 mètres, il y a la déperdition d'énergie qui pourrait être utilisée par un ménage suisse, ce qui est évidemment une déperdition considérable. Dans la physique classique, il n'y a aucun moyen de récupérer cette énergie parce que l'aluminium, le cuivre sont d'excellents conducteurs, mais la physique quantique nous permet de trouver une solution. Et de nouveau, c'est quelque chose d'assez amusant et d'extraordinaire. Si on refroidit le conducteur, on arrive à des températures basses, et quand je dis bas, j'entends quelque chose de très bas. Dans votre congélateur, vous êtes peut-être à moins 18. Donc la température la plus froide enregistrée sur notre Terre, c'est moins de 90 degrés dans l'Antarctique. On va encore diminuer la température, 194 degrés Celsius. À ce moment-là, l'air va se liquéfier. Donc ce n'est pas l'humidité de l'air qui est en train de se condenser, mais l'azote et l'oxygène de l'air qui deviennent liquides. Ça, c'est la température à laquelle l'oxygène liquide se trouve dans la navette. Et vous donnez une autre idée de la température la plus basse, le zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. C'est la température de l'univers, donc 2 degrés au-dessus de ce zéro absolu, la chaleur résiduelle du Big Bang. Et la supraconductivité, ça se passe à ce niveau-là, entre le zéro absolu et, disons, un tout petit peu au-dessus de la température à laquelle l'air se liquéfie. L'aluminium, on va le refroidir, proche du zéro absolu. Vous allez voir quelque chose de bizarre qui va se passer. Les électrons de cet aluminium vont perdre leur identité. Les électrons ont tout à coup décidé, tous ensemble,
de se lancer et de former cette supraonde. Tous les électrons vont se comporter comme une onde gigantesque d'un seul électron. Et cette onde, en général, l'onde à la taille d'un atome, mais ici, cette onde gigantesque va aller d'une extrémité du câble à l'autre extrémité du câble. C'est quand même un effet extraordinaire de l'activité de ces électrons. Et le professeur Ketterle, qui va faire un exposé demain, peut faire la même chose avec des atomes. Il refroidit ces atomes à un millionième de degré du zéro absolu. Et à ce moment-là, ce sont les atomes qui perdent leur identité et se forment en une onde gigantesque. Vous allez voir, ça sera très intéressant ce qu'il aura à dire demain. Dès qu'on a cette onde d'électrons gigantesques, le flux du courant se propage de façon tout à fait différente parce que ces ondes, peu leur importe les défauts, les vibrations, les impuretés, elles peuvent transporter le courant sans la moindre déperdition. On en revient à nos chantiers. Voyez le vent qui traverse le chantier. Eh bien, il traverse le chantier sans s'occuper des obstacles. Même chose pour le courant, il n'y aura pas de déperdition, il n'y a pas de résistance si on refroidit la matière à ces températures extrêmement basses. Alors, vous allez me dire, ça me paraît très très théorique, très ésotérique, mais c'est quelque chose de plutôt courant et je vais vous montrer ce que cela donne. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir ce qui va se passer. Donc, j'ai un supraconducteur. C'est un cuprate, un oxyde de cuivre. Et ce superconducteur, si on le refroidit à la température de l'air liquide, l'azote liquide, donc j'en ai un conteneur ici, c'est le matériau sur lequel travaille le professeur Fischer, et la matière proche de la matière qui a été découverte par Alex Müller au laboratoire de Rüschlikon, ce qui lui a valu le prix Nobel avec son collaborateur. Donc c'était quand même une découverte extraordinaire. On a rêvé de toutes sortes d'applications. Il a fallu attendre 25 ans pour que ces applications soient réalisées. Et je vais vous montrer ce qu'on fait avec ce genre de fil. Et je veux juste corriger un petit peu ce qu'a dit Øystein tout à l'heure. Il a dit que la base de ce fil, ce sont les effets que j'ai perçus comme étant un alignement de grains dans ce supraconducteur. Bon, je faisais partie d'un petit groupe qui travaillait sur la question et c'est un effort de tout le groupe. Donc, il n'y avait pas que moi qui était impliqué dans cette expérience. On était plusieurs sur le coup. Alors, c'est maintenant que ça se complique. Je vais devoir brancher la caméra. Il faut que je me concentre. Alors, un peu de silence. Yeah, that was Ça, c'était la partie difficile. C'est une expérience. Donc, j'ai un fil et je vais faire passer un courant électrique dans ce fil à partir de ce générateur. 3 ampères de courant. Donc, il y aura une perte d'énergie. Donc, je vais mesurer la chute du voltamètre. Et vous voyez ce que cela donne. On lit l'affichage. Ça, c'est vous, voilà l'instrument. Et voici la perte d'énergie dans le fil.
Et comme vous pouvez le constater, ce fil est sur la table, donc c'est chaud, on est à température ambiante, il n'y a pas de supraconduction, les électrons sont individuels, s'accrochent chacun à leur atome et ils rentrent en plein dans les obstacles qu'on retrouve dans nos chantiers. Donc je vais prendre ce fil, je vais le refroidir. Donc c'est de l'azote liquide. C'est maintenant que ma femme s'inquiète. So you may see the liquid. Vous voyez l'azote liquide que je suis en train de verser dans le conteneur. Je suis en train d'en mettre un peu beaucoup pour qu'il y ait un petit peu de brouillard ou de brume qui s'en dégage. Effet garanti. Okay. And now I take the. Et je vais donc reprendre mon fil et je vais le tremper dans l'azote liquide pour le refroidir. Et regardez maintenant ce qui va se passer à l'affichage. L'azote va commencer à bouillonner. Il faut qu'on attende un peu pour que ça refroidisse le fil. Donc vous entendez un petit peu ce bouillonnement. Donc on est à moins 200, moins 100. Vous voyez qu'il y a de moins en moins de pertes. Donc les super-ondes sont en train de condenser. Les pertes sont infinitésimales. Maintenant, il y a toujours un bouillonnement, donc ce n'est pas encore refroidi complètement. Et le bouillonnement va cesser. Et il n'y a plus de pertes. Il n'y a plus de pertes. On est à 0 de pertes. Merci. Now I'd like to take it out. Donc je vais ressortir le tout avant qu'il n'en arrive à moins 1. Et pour que ce soit très clair, les électrons ont formé cette super onde. Si je le sors très rapidement, je peux toucher, c'est froid, mais je peux toucher les super ondes avec mes doigts. C'est cela la physique quantique. Bon, ça se réchauffe et de nouveau on a de plus en plus de pertes. Et ces fils sont des superconducteurs qui conduisent non seulement l'électricité sans perte, mais ils peuvent également conduire des densités extraordinaires. Ça, c'est un câble typique qu'on a donc à Augsbourg. C'est ce qu'on a en général sous terre, 400 ampères, les mêmes câbles à Genève qui vous amènent le courant dans les villages, dans les maisons individuelles. Ça, c'est le câble supraconducteur qui transporte le même courant que le câble normal. Vous voyez le diamètre beaucoup plus petit, la densité du courant est tellement extraordinaire et le diamètre, c'est en fait c'est celui de l'acier dont on a besoin pour stabiliser le câble. Le supraconducteur est tellement petit qu'on n'arrive pas à voir le diamètre. So, such cables are. Ces câbles, eh bien, on les utilise dans le monde entier. Ce sont ces câbles supraconducteurs. Vous voyez le supraconducteur refroidi à l'azote. Et voici un câble qu'on est en train de poser à Long Island, dans la banlieue de New York. Et c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et les supraconducteurs transportent des densités de courant extraordinaires. C'est un superbe matériau pour réaliser des aimants. Et le CERN utilise 27 km d'aimants de ce genre pour faire fonctionner le faisceau dans le
tunnel. Et sans ces supraconducteurs, on n'aurait pas pu créer ce LHC. Ces supraconducteurs, on les utilise dans toutes sortes de domaines inimaginables il y a quelques années de cela. Par exemple, pour fabriquer des systèmes de chauffage à induction extrêmement performants. Donc on fait passer l'aluminium à travers des orifices et pour y arriver, on doit faire chauffer l'aluminium à des températures très élevées, à 560 degrés, soit 600 degrés. Et pour chauffer une tonne d'aluminium, vous avez besoin de la même puissance dont vous avez besoin pour chauffer une maison pendant une semaine. Et en Europe, on chauffe 300 000 tonnes d'aluminium par an, donc on perd la moitié de la puissance et donc on peut utiliser des supraconducteurs comme système de chauffage à induction en chauffant le tout et en faisant tourner le matériau dans le champ magnétique comme on voit ici. Cette tige d'aluminium, le supraconducteur nous permet de réduire les pertes de façon extraordinaire. Donc là, on pourra réaliser des économies d'énergie extraordinaires grâce à ces supraconducteurs à haute température. L'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, utilise ici des supraconducteurs. Ça marche comment? Donc on peut réaliser des images en 3D, des parties à l'intérieur de votre corps à une résolution d'1 millimètre sans vous avoir exposé à la moindre irradiation quelconque. Donc cela fonctionne de la façon suivante. Les noyaux aux atomes dans votre corps, ce sont des petits aimants. Et dans un IRM, vous avez un énorme aimant qui aligne les noyaux dans ce champ magnétique extérieur. Et les éléments de votre corps, ce sont différents éléments, donc l'hydrogène qu'on retrouve dans le sang. Le noyau n'a pas le même aimant que celui du noyau de calcium qu'on retrouve dans vos os. Donc les aimants, en s'alignant dans ce champ magnétique, envoient des signaux électromagnétiques qui sont captés par des senseurs, des capteurs, des antennes qui sont utilisés pour proposer une image du corps. Dans ce système, donc il y avait cet aimant qui est tout autour, qui est refroidi à proche du zéro absolu, à 4 degrés du zéro absolu. Donc quand vous êtes dans un IRM, il y a de l'hélium liquide qui vous entoure à une température stratosphérique et il y a donc un courant qui passe dans le supraconducteur sans perte qui réalise ce champ magnétique. Les pertes sont tellement proche de zéro que le courant qui rentre dans ces aimants, on les met dans les aimants quand on les fabrique en usine et l'aimant avec le courant, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'alimentation, c'est un circuit fermé, on l'envoie à l'hôpital, on le met en place à l'hôpital et c'est toujours le même courant qui tourne, celui qu'on avait fait entrer dans la bobine au moment où on a fabriqué le tout en usine. Donc on obtient des images extraordinaires, haute résolution en 3D du corps grâce à ces systèmes. Voici une autre application parce que ces ondes dans le supraconducteur, puisqu'il n'y a pas de perte et qu'on refroidit le tout à des températures très basses, le supraconducteur ne fait pas de bruit électrique. Donc on peut créer des détecteurs en utilisant ces supraconducteurs. Un exemple, ça c'est la navette Herschel et donc on a un télescope avec le plus grand miroir possible qu'on ait mis dans l'espace, un diamètre de 3,5 mètres qui a été propulsé avec une roquette Ariane et qui observe ce qui se passe dans l'atmosphère et là on voit l'image de la nébuleuse Rosette à 500 années-lumière. Donc, si vous la regardez aux jumelles, donc vous avez un diamètre de 5 rayons de la Lune, donc il vous faut attendre 25 ans pour que la lumière passe de là à là. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que dans la nébuleuse, on a des étoiles qui sont en train d'être créées, des bébés étoiles, et on voit comment ces étoiles sont nées. Donc, c'est une image extraordinaire qu'on obtient avec des détecteurs standards non supraconducteurs. Mais vous voyez ce qui constitue ces images? Non, on
n'arrive pas à voir. Mais si vous avez des supraconducteurs, on peut faire de la spectroscopie et on peut donc analyser à partir de la Terre les molécules que l'on retrouve dans l'espace à 500 années-lumière. On trouve des molécules organiques dans la nébuleuse de Rosette, du dioxyde de soufre et également de l'eau. Et cela grâce à la supraconductivité. Autre chose, si vous avez un problème cardiaque, vous vous rendez chez votre médecin, votre cardiologue, il va faire un ECG et il va donc pouvoir ainsi mesurer les voltages électriques du courant arrivant dans votre cœur, et c'est une façon d'analyser votre état cardiaque. Ça, c'est la procédure standard. Mais ça ne marche pas sur un fœtus. Bien des cas où à l'ultrason, on se rend compte que le cœur du fœtus a des problèmes, mais on ne peut pas faire un ECG parce que ces signaux sont repoussés par l'eau du placenta. Et c'est un problème parce qu'on aimerait bien savoir si on a besoin d'intervenir déjà dans l'utérus avant que le bébé ne naisse. Alors la supraconductivité justement vous permet de résoudre ce problème. Avec ce petit anneau que je vous avais montré tout au début. Donc un petit anneau de supraconducteur qui est évaporé sur un isolateur. Donc le courant passe, et vous voyez des petits signaux magnétiques, des champs magnétiques qui modifient la résistance de l'anneau. Et ce sont des petits champs magnétiques qui influencent cet anneau, qui rend cet anneau très sensible et qui arrive à détecter ces champs magnétiques. On peut utiliser ces dispositifs, ces squids, pour mesurer les champs magnétiques créés par les courants du cœur de bébé qui ne sont pas protégés par l'eau du placenta, et c'est ce qu'on obtient. Et voici le signal en fonction du temps, du magnétisme. Vous voyez, c'est un 10 millionième de la force du champ magnétique de la Terre. Donc c'est un tout petit champ magnétique. Voici les pics du pouls de la mère. Ici, à une autre fréquence, le signal magnétique du pouls du débit cardiaque de l'enfant. Et on savait que le bébé souffrait en analysant le signal. On s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir avant la naissance. Le bébé est né et il a été ensuite traité pour son problème cardiaque. Donc ce bébé a pu bénéficier de nos connaissances quant à la façon dont nous savons que le courant traverse ces anneaux. Je trouve ça extraordinaire. Une autre application, les détecteurs de champs magnétiques en bout de ce Cessna. Et avec ces capteurs, ces détecteurs, on peut imaginer et calculer les champs magnétiques créés par les dépôts minéraux dans le terre. Donc, ce sont des avions de reconnaissance qui permettent justement de détecter les mines ou les bombes qui n'ont pas explosé dans la terre. Et avec ces détecteurs, ces squids, à partir de ces supraconducteurs à haute température qui ont été découverts à Zurich, on a trouvé des mines, des dépôts de nickel, d'argent et de diamants, par exemple le kimberlite dans lequel se trouvaient ces diamants. Donc ça, c'était le deuxième message de cet exposé, c'est que on a commencé par le premier. Ce monde quantique est magnifique et bizarre, et la physique quantique est très très utile. Alors vous allez me dire, mais peu me chaud, moi ça m'intéresse pas, je suis pas versée dans l'exploitation minière, je me sens en excellente santé, donc j'en ai vraiment pas besoin. Donc j'en viens au troisième message de mon exposé.
Pour en revenir à la vie c'est quoi? Eh bien, sont des phénomènes de physique quantique. C'est comme ça que je vois les choses. Mon ancien collaborateur, John Hagne, disait les choses différemment. Il disait que toi, tu es un sac de quanta ou un tas de quanta. 3 exemples. L'information génétique, votre identité, vous-même, vous êtes façonné par votre ADN, par votre code génétique. Et l'information qui s'y trouve, donc exprimée en paires, la façon dont il y a appairement, et votre corps est façonné par l'évolution, par les mutations qui se sont faites dans ces paires, dans cette lecture de paires, dans cette copie des paires, les mutations de ces paires. L'évolution est influencée dans une très large mesure par cet effet tunnel évoqué tout au début de mon exposé. Donc là, ce ne sera pas un effet tunnel des électrons, mais effet tunnel des noyaux, des protons, des paires qui nous donnent ces mutations. Donc sans cet effet tunnel, cet effet ésotérique que nous avions abordé au début de l'exposé, nous ne serions pas dans cette salle car l'évolution n'aurait pas eu lieu. On serait des petites algues en train de se promener, de nager dans la soupe originelle, et sans cet effet tunnel, il n'y aurait pas de soleil, il n'y aurait pas d'étoiles telles que nous les connaissons, et les étoiles ont synthétisé les éléments qui nous constituent, donc les atomes de carbone qui nous constituent existent en raison de cet effet tunnel. Sans cet effet tunnel, vous n'auriez pas de bras, ni d'autres organes, ni rien. Donc cette information génétique influence aussi la façon dont les protéines dans votre corps sont synthétisées, la base de toute vie, et ça se fait de la façon suivante. Alors, je vais assombrir ce trait. Non, vous allez patienter dans le noir pendant 2 minutes. Les protéines ne sont pas copiées directement à partir de l'ADN. Il y a une deuxième molécule, ARN, copiée de cet ADN qui sert de modèle pour les protéines. Alors, ça se fait dans une molécule polymérase ARN. Vous voyez, ça se passe à l'écran. Et cette polymérase d'ARN donc défait la double hélice de l'ADN, reprend les modules qui rentrent dans cette polymérase et synthétise cet ARN qui sort d'ici en haut, qui est utilisé ensuite pour synthétiser les protéines dont vous avez besoin pour vivre. Donc ce processus que vous voyez à l'écran, c'est un processus qui relève de la physique quantique, et ce processus se reproduit des millions de fois dans votre corps au quotidien. Mais je vais encore davantage vous effarer parce que les signaux nerveux dans votre corps sont déclenchés par des phénomènes qui relèvent de la physique quantique. Passe d'une cellule nerveuse à l'autre cellule nerveuse, et il n'y a pas fusion parfaite, il y a proximité. Comment est-ce qu'elle est transportée, cette information? Eh bien, le signal passe dans une cellule nerveuse, arrive à l'extrémité de la cellule nerveuse. Il y a cet écart synaptique jusqu'à la prochaine cellule nerveuse. Et lorsque le signal arrive à l'extrémité, il y a libération de molécules, des neuromédiateurs qui traversent l'écart synaptique et déclenchent un signal dans la deuxième cellule nerveuse, et ainsi de suite.
Et la façon dont ce signal électrique traverse cette cellule nerveuse, comment ces neuromédiateurs sont libérés et traversent cet écart synaptique, ça la relève de la physique quantique. Nos pensées, l'activité du cerveau, ce que nous faisons quand nous pensons, ce que vous pensez maintenant, votre conscience de vous-même, tout cela relève de la physique quantique. Ce sont des phénomènes de physique quantique. Ces phénomènes extraordinaires. Je vous remercie de votre attention. Thank you very Merci, Jochen, merci. Voilà une introduction fabuleuse à la physique quantique, à son importance, mais aussi à sa beauté. Et excellente introduction pour le reste de la semaine aussi. Vous avez vraiment été à la hauteur du défi qui vous était lancé. Merci infiniment. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie de notre soirée, la session questions-réponses. Ceux d'entre vous qui souhaitent quitter la salle peuvent le faire, mais je suis certain qu'un certain nombre de questions fort intéressantes vont être posées, donc je vous invite à rester. Vous savez comment ça se passe? Des papiers ont été déposés à vos places, vous êtes censés y écrire vos questions et des hôtesses vont circuler dans la salle pour rassembler vos questions et les amener à la tribune. Être en français. Donc vous avez des papiers que vous pouvez remplir, poser des questions et nous les distribuer ici et on va mettre tous les orateurs de cette semaine vont venir devant ici et répondre à vos questions. Dankeschön. Thank you. Excellent job. I have a few questions. We can I think so. Ich habe darauf gewartet, dass als letztes als Titel kommt Sex und Quantenmechanik. Das ist dem nächsten Sprecher überlassen. A lot of people are leaving. Wahrscheinlich gibt es einige Biophysik, die auch dabei bei der Quantenmechanik kontrolliert wird. Sicher. Wie groß das Interesse ist. Das ist fantastisch. Die Schweizer machen das schon richtig. Funny, so most of the people actually leave. They don't want to be here for the question and answers. Was ist genau quantenmechanisch beim Halbleiter? Die Bandstruktur? Klar, ohne Quantenphysik wird es kein Gap geben. I hope she doesn't ask an equation. Also in dem Sinne kann man vertreten, dass alle Halbleitermaterialien auf Quantenphysik beruhen. Ja. Natürlich im Prinzip alle Materialien, weil sonst wird es ja keine Bindung geben. Ohne Spin keine Bindung. Okay, im weitesten Sinne, ja, man kann natürlich auch sagen, die Devices sind wirklich Quantendevices, wo noch Tunneln stattfindet. Also es gibt
Also, ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Tiefen von quantenphysikalischen Prozessen. Chemie ist Quantenphysik. Chemie ist Quantenphysik. Bindung, Orbitale. You speak the day after tomorrow. Und am anderen Ende gibt es dann natürlich, also Qubits und so, das ist dann der andere extreme Fall von Quantenphysik. Gut, es gibt Physik, ich meine, deshalb haben es ja die Leute erst so spät geschnallt, dass die ganze, man kann sagen, die ganze Stabilität der Materie ist Quantenphysik. Ja. Wenn man natürlich die Frage hat man sich halt vor 150 Jahren noch nicht gestellt, warum Materie so ist, wie sie ist. One never knows. I like to have a pen and Es wurde ja kurz vor Beginn der Quantenphysik war ja unklar, ob es überhaupt Atome gibt. Aber es gibt eben Quanteneffekte, die praktisch die Stabilität der Materie sind, die Eigenschaften der Materie. Dann gibt es Welleneffekte wie Tunneln und dann gibt es Effekte, die nochmal... Mit der makroskopischen Kohärenz, die nochmal quantenphysikalisch makroskopische Kohärenz und dann gibt es natürlich, wenn Entanglement und nicht Lokalität nochmal, das sind verschiedene Niveaus. Je pense qu'on arrive lentement au début des questions. On a déjà une collection ici. I will switch to English so that our... Je continue en anglais pour que nos invités puissent suivre plus aisément. Une première question est posée ici. Pourquoi y a-t-il une diminution de résistivité qui n'est pas brutale mais progressive? Est-ce que le mode supra-onde représente un changement brutal ou non? Jochen, je crois que c'est pour vous. Si on refroidit un supraconducteur, lorsque l'on change la température, la résistance saute, bondit d'une valeur finie, d'une valeur très importante en réalité, à 0. C'est comme ça que j'ai réalisé mon expérience. Il y a eu d'autres effets qui ont dissimulé cet état de choses. Tout d'abord, pour m'assurer que l'expérience fonctionne, j'ai alimenté le voltmètre avec une tension importante, de sorte que la réplication de le voltmètre a été plutôt lente. Et deuxièmement, le câble que j'ai refroidi n'était pas très long, 20 cm. Il n'avait donc pas la même température partout. Mais il a commencé à devenir supraconducteur dans sa partie centrale, qui était la plus refroidie. C'est cette partie-là qui a été transformée en état supraconducteur, de sorte que la résistance a diminué peu à peu, au fur et à mesure que le reste du câble devenait supraconducteur. Il y avait donc des artefacts qui ont entravé l'expérience. Mais en principe, le saut de résistance est fonction de la température. Merci beaucoup. Une question tout à fait différente maintenant. Dans l'espace extra-atmosphérique, comment est-ce que l'on peut transférer ou transmettre les ondes radio puisque la résistance est pratiquement de 0? Peut-être qu'un autre orateur de la semaine va nous répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transporter la résistivité dans l'espace extra-atmosphérique? Professeur Gross. On peut le faire. Il y a des protons de rayons cosmiques qui franchissent les galaxies sans être entravés dans leur course. Le support interstellaire est assez dilué et vide. En d'autres termes, il n'a pas d'agent chargé, comme c'est le cas sur Terre. Bien, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui souhaite ajouter des éléments de réponse. J'ajouterais que la principale limitation qui explique pourquoi on ne trouve pas des câbles supraconducteurs dans le monde entier, c'est précisément l'exigence qui porte sur la réfrigération. L'infrastructure de réfrigération cryogénique est très souvent beaucoup trop onéreuse et compliquée.
Mais ce problème-là ne se pose pas dans l'espace extra-atmosphérique. L'espace extra-atmosphérique est suffisamment refroidi pour que bon nombre des matériaux que nous connaissons ici soient supraconducteurs. En d'autres termes, si on veut transmettre de l'énergie dans l'espace extra-atmosphérique, le supraconducteur pourra le faire. Mais il faudra que le supraconducteur lui-même soit transporté dans l'espace extra-atmosphérique. Merci. Jochen voulait ajouter quelque chose? C'est possible, donc, et je crois qu'on le fait lorsqu'on utilise les températures des satellites qui tournent autour de l'orbite terrestre. On les utilise pour refroidir les supraconducteurs afin qu'ils soient supraconducteurs et que l'effet supraconducteur se fasse sentir en utilisant la température de l'espace extra-atmosphérique. Donc, d'une certaine manière, on le fait déjà. Je crois que votre explication, plutôt votre exemple de traverser le mur a suscité un certain nombre de questions en public. Voici une question. Qui suis-je, un ballon ou une onde? Puisque je ne peux pas traverser le mur, je suis plutôt un ballon qu'une onde, n'est-ce pas? Je suis plus un ballon qu'une onde, dit le membre du public qui a posé cette question. Comment peut-on répondre à une telle question? De savoir si l'être humain est plutôt un ballon qu'une onde. Monsieur Alaspé, d'une certaine manière, vous êtes une onde. Mais vous êtes une onde qui... Genève, n'est-ce pas? Bon. Donc, dans un sens, vous êtes une onde, mais cette onde va s'étendre sur une distance si courte qu'il faudrait un mur tellement fin pour que vous puissiez le traverser que c'est assez improbable. Peut-être à Genève, les joailliers qui battent l'or en feuilles extraordinairement fines, mais je crois que la réponse est oui, vous êtes une onde, mais comme votre masse est très élevée, il faut vous imaginer cette onde s'étendant à une distance extraordinairement courte. Okay, thank you. Il n'y a pas de protestation dans la salle, donc apparemment votre réponse est satisfaisante. Y a-t-il une relation entre la manière dont les électrons se comportent dans les supraconducteurs et les lasers? Il y a peut-être plusieurs experts ici sur ce sujet. Le professeur Ketterle voulait dire quelque chose? J'en parlerai davantage dans mon intervention de demain. Mais pour vous donner un petit aperçu, mise en bouche, oui, le comportement des électrons dans les supraconducteurs présente beaucoup de points communs avec les faisceaux laser. On pourrait dire d'une certaine manière que les électrons, lorsqu'ils sont supraconducteurs, ont des propriétés communes avec la lumière laser. Bien, merci. J'ai sous les yeux une autre question. Utilisée pour refroidir l'oxygène est-elle égale à celle qu'on économise en courant électrique? So, question is the energy used to cool down? Et je répète la question en anglais. Cette énergie est-elle égale à celle que l'on gagne par les courants électriques? Jochen, je crois que c'est une question pour vous. Tout dépend de la quantité d'électricité transportée dans un câble. Parce que pour refroidir un câble, il faut une certaine quantité d'énergie, quelle que soit la quantité de courant qui circule à travers le câble. Les déperditions dans le câble dues à la circulation du courant, en revanche, augmentent sensiblement plus le courant qui circule à travers ce câble est important. Il s'avère que pour les câbles standards qui alimentent par exemple une ville en électricité, les déperditions dues
ou plutôt l'énergie nécessaire pour procéder au refroidissement, serait 2 fois moins importante que les déperditions d'énergie. En d'autres termes, si le câble perd 5% de son énergie à cause du réchauffement, le refroidissement du câble ferait en sorte qu'il ne perdrait que 2,5%. On pourrait donc économiser la moitié des déperditions d'énergie en utilisant des câbles supraconducteurs et en les refroidissant. Merci. Et la physique quantique dans le domaine de l'acoustique, en particulier la bioacoustique ou la psychoacoustique. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de l'acoustique? Ça ne semble pas vous inspirer. Qu'est-ce que c'est que la bioacoustique? Écoutez, je ne suis pas un expert en acoustique, mais en tant que physicien, je crois savoir que l'acoustique relève des faits classiques. Lorsque nous communiquons, lorsque nous parlons, les ondes sonores peuvent être décrites par les moyens classiques. Bien entendu, lorsque vous parlez d'acoustique, vous faites référence au déplacement des ondes de pression. Ce sont des molécules d'air qui finissent par transmettre le son. Dans le nanomonde, si vous vous demandez ce qu'est l'acoustique, ce qui est l'équivalent de l'acoustique dans le nanomonde, à ce moment-là, on pourrait aboutir à la vibration de certains atomes. Et à ce moment-là, ça relèverait de la mécanique quantique. Mais l'acoustique, tel qu'on l'entend dans le sens courant du terme, ça relève de la physique classique. Merci. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Non? Bien. On est simplement d'accord. C'est tout. C'est déjà rassurant. L'effet tunnel semble rester une énigme. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer davantage? Pourquoi est-ce que l'effet tunnel constitue la base d'un si grand nombre d'applications? Est-ce qu'il y a un moyen de l'expliquer? Oui, professeur Platin. J'ajouterai quelque chose à propos de l'effet tunnel. On se demande souvent si c'est vraiment un effet quantique. En fait, c'est un phénomène optique. On le connaît, il n'est pas très souvent utilisé, mais on le connaît. C'est un phénomène d'onde. Chaque fois que l'on a recours à la destruction des ondes comme on l'a appris dans la physique quantique, alors l'effet tunnel se produit. Quelle en est l'origine de ce phénomène de tunnel lorsque nous avons des ondes? Eh bien, prenez par exemple un vitrage et une lumière, une source de lumière qui tombe sur ce vitrage. Lorsque vous observez les choses sous un angle très aigu, vous constatez qu'il y a réflexion totale de la lumière. Ça, on le sait. Mais cette réflexion totale se produit avec une légère fuite de champ électrique. Cela peut être utilisé lorsque l'on se rapproche de la surface avec une autre surface. Une partie de la lumière peut être réfléchie. Donc on connaît ce phénomène et on peut l'utiliser avec n'importe quel type d'onde. Dès que l'on décrit la matière et le monde quantique par des ondes, ce phénomène existe. C'est cela ce que l'on appelle le phénomène tunnel. Puisqu'on peut l'utiliser dans un grand nombre de cas en couplant des ondes pour franchir un fossé, on peut l'utiliser dans toutes sortes d'applications et c'est ce qui le rend si utile. Oui, monsieur Aspect. J'aimerais ajouter quelque chose. Évidemment, ce que Rainer vient de dire est parfaitement exact. C'est-à-dire que l'effet tunnel est tout d'abord un effet dû aux ondes. Il y a des ondes qui arrivent sur une interface, ne devrait pas le traverser, mais une petite partie de cette onde passe à travers quand même. Ça, on peut le comprendre. Mais lorsque l'on pense à la lumière, on pense à la matière, aux électrons. Des petites ondes de ces électrons qui arrivent dans une situation similaire, en fin de compte, parfois, se retrouvent de l'autre côté, alors que l'électron est une particule de matière. C'est cela, ce qui nous permet de souligner l'aspect
si bizarre, si singulier de la physique quantique. On en a la preuve lorsque l'on a un comportement d'onde qui est appliqué à une particule. Lorsque c'est une particule de matière qui se retrouve en fin de compte de l'autre côté du mur, c'est plus bizarre que lorsqu'il s'agit d'une onde qui traverse le mur. Professeur Gross. La mécanique quantique est très bizarre, c'est vrai, mais j'aimerais examiner cela sous un angle quelque peu différent. Le monde, c'est la mécanique quantique. On ne peut pas dire que certains phénomènes relèvent de la mécanique quantique. Tout le monde relève des phénomènes de mécanique quantique. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'expliquer le monde tel que nous le connaissons en appliquant les règles de la mécanique quantique. C'est à ce moment-là que l'on se heurte à des paradoxes et à des difficultés lorsqu'on essaye de faire l'inverse. Ce qui a été très bien illustré dans le discours d'aujourd'hui. Lorsqu'on essaye d'expliquer ou d'illustrer le monde quantique, que nous comprenons assez bien, et qui est très bien décrit par l'équation de Dirac et d'autres équations quantiques, lorsque l'on essaie d'expliquer ce monde quantique ou de le visualiser selon nos règles classiques, c'est à ce moment-là que l'on rencontre tous ces pseudo-paradoxes ou ces caractéristiques bizarres. Tout ceci est correct, mais relève d'une explication traditionnelle et classique de quelque chose qui relève de la mécanique quantique en fait. Les ondes, c'est un moyen de décrire le comportement de particules dynamiques ou d'éléments qui constituent le monde quantique. Mais ce ne sont pas des ondes dans l'espace. Un des problèmes donc de la visualisation du monde quantique en utilisant la description d'ondes, c'est précisément d'utiliser la notion d'onde, alors que ces ondes ne sont pas dans l'espace. Elles se retrouvent dans ce que l'on appelle l'espace de Hilbert, dont on n'a pas encore parlé. Si bien que certains phénomènes que l'on peut aisément décrire en termes classiques, en termes d'ondes, présentent certains aspects de l'effet tunnel, mais ne fonctionnent pas dans tous les cas. Pour bien les comprendre, il faut vraiment penser quantique. Et il vous faudra beaucoup plus de 5 interventions dans la semaine pour penser de la sorte. Nous essayons de vous donner une présentation classique d'un monde tout à fait différent, et cela explique les bizarreries de ce monde. On n'y peut rien. Inévitablement, il y aura quelques défauts de concordance entre les illustrations classiques et les images classiques du monde quantique et la réalité de ce monde. J'ai ici une question qui mériterait sans doute une réponse. Nos pensées, croyances influencent la matière. Hypothèse, si je crois très fort que je peux traverser le mur, cela pourrait-il augmenter la probabilité que cela soit possible? If I believe strongly that I'm going to cross the wall, I will translate this in English. Et je répète en anglais. Dans quelle mesure l'information, nos pensées ou nos convictions ont une influence sur la matière? Si je suis convaincu que je peux traverser le mur, est-ce que cela va accroître la probabilité que cela se passe réellement? Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question. La détermination aide toujours. Si vous êtes décidé à le faire, vous y parviendrez peut-être, mais ça n'est pas une garantie. En l'occurrence, je ne suis pas sûr. Ça ne va pas vous aider beaucoup. On ne peut pas véritablement gagner en jouant au dé avec la physique.
le caractère onde, ondulatoire, où l'effet tunnel se produisent à une échelle donnée par les longueurs d'onde de la mécanique quantique. Et une fois que l'on en arrive à la taille d'un être humain, les longueurs d'onde correspondantes ne fonctionnent plus parce qu'elles sont de l'ordre de la taille d'un atome. Donc l'effet tunnel est limité à des distances qui sont infiniment plus petites que le corps humain. Ça n'est pas une contradiction. On peut parler des ondes qui décrivent le centre du mouvement de votre organisme, mais correspond aux ondes de Broglie, qui ont une longueur d'onde inférieure au diamètre d'un noyau. Donc n'essayez même pas. Moi, je ne me heurterai pas contre un mur. Je sais que je n'y arriverai pas. La matière, sont-elles formées seulement par les électrons et les photons? Ou bien d'autres particules différentes forment-elles aussi des ondes? This is a more practical. Voilà une question d'une nature un peu plus pratique, me semble-t-il, et il me semble qu'il y a pas mal de réponses à cette question. Est-ce que vous voudriez y répondre? Alain, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a des ondes pour chaque particule? Et la réponse est oui. Toute particule est décrite par une onde de matière, que ce soit un électron, un proton ou n'importe quelle autre particule. Not much. Pas grand-chose à ajouter à cela? Si? David. Des ondes de quoi? Dans notre compréhension actuelle, théorique, les ondes dont nous parlons sont des ondes de champ, comme le champ électromagnétique ou la lumière, qui est une onde du champ électromagnétique. Vous vous demanderez sans doute si ce champ correspond aux vibrations d'un support. Eh bien, Einstein nous a appris, et Maxwell, en fait, initialement, nous ont appris que non, c'est simplement un champ qui existe comme cela dans l'espace. Nous associons chaque particule élémentaire a un champ. Et les vibrations de ce champ, les quantas de ce champ, sont à la fois ondulatoires et particulaires. Un peu comme les vibrations des champs électromagnétiques qui ont des éléments ondulatoires, mais qui arrivent en unités quantisées. Ce n'est pas de cette manière que nous décrirons peut-être l'intégralité de la nature. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt à la théorie des cordes, dont je parlerai le moment venu, qui se rapproche un petit peu plus de la manière dont on décrit aujourd'hui la constitution de la matière et la manière dont elle se comporte. Mais les ondes dont nous parlons sont des ondes de champ, comme le champ électromagnétique, si ce n'est qu'il y a d'autres types de champs, les champs de quarks, les champs d'électrons. Et les quantas de ces autres champs s'appliquent à toutes les particules de radiation, de force, de matière. Merci. La non-localité est une des bases de la mécanique quantique. Et le temps? Est-ce que les fonctions ondulatoires sont également corrélées dans le temps? Est-ce que les fonctions ondulatoires sont également corrélées dans le temps? Si par corrélation dans le temps, vous voulez dire qu'un événement qui se situe ici et maintenant va avoir une incidence sur vous quelque temps après, la réponse est oui. C'est la nature même de la réalité physique. Des événements influencent des événements qui se produisent plus tard. La description de la réalité physique contient évidemment la causalité. Et le rôle des physiciens consiste à décrire cette relation de causalité entre le passé, le présent et l'avenir. Mais si, par corrélation, vous voulez dire un événement qui se produit ici et maintenant, qui peut avoir une influence sur un autre événement qui se produit au même moment ailleurs dans l'espace,
de sorte qu'un signal de lumière, qui est le support de propagation le plus rapide que l'on connaît, ne peut pas se propager de cet événement à l'autre? La réponse est non, même pas en mécanique quantique. Il n'y a pas de relation de causalité non locale entre des parties différentes de l'univers en mécanique quantique. Ce serait en violation de notre compréhension de la notion de causalité. Merci beaucoup. Johan, vous voulez ajouter quelque chose? Ça ne s'arrête pas tout à fait là. Le mot important de ce que vous venez de dire, c'est le mot causalité. Tout mécanisme permettant le transfert d'informations de A à B est obligé de se limiter à la vitesse de la lumière. Mais en physique quantique, on peut bel et bien avoir deux fonctions d'onde à deux endroits différents. Ce qui se passe sur une fonction d'onde à l'endroit A est important pour ce qui se passe pour la fonction d'onde à l'endroit B. Si par exemple l'onde s'effondre à un endroit, au même instant, elle réapparaîtra à l'autre. C'est un effet que l'on peut utiliser pour transporter de l'information et il n'y a pas de violation de la relativité spéciale ou autre. Mais l'effet existe et il a été démontré. Je vois quelques réactions, des gens qui ne sont peut-être pas d'accord. Si le public pousse les membres à la tribune à discuter de ces détails de mécanique quantique, nous ne serons plus d'accord. En fait, le consensus entre nous a déjà disparu. Je suis donc légèrement en désaccord avec la description faite par Jochen des résultats d'expérience qui, nous en sommes tous les deux d'accord, peuvent être prédits sur la base de mécanique quantique et qui ont toujours été vérifiés. C'est un débat qui est peut-être intéressant à suivre, mais je ne suis pas certain que l'on pourrait aboutir à une conclusion. Le type de non-localité dont Jochen parle, c'est une question d'interprétation, dirais-je. Le fait est que l'on ne peut pas transmettre de l'information d'une région à une autre lorsqu'il y a absence de connexion de causalité. Ça, c'est un fait. Mais la manière dont nous interprétons ce fait, donc notre interprétation de la mécanique quantique, j'essaye d'éviter le mot effondrement, par exemple, effondrement d'onde. Tout ceci est un domaine de la physique qui n'a pas d'incidence sur nos prévisions ni sur nos mesures. Jochen, vous voulez revenir à la charge? Non, Monsieur Aspect. Je voudrais donc vous inviter à suivre le discours de jeudi où cette question va précisément être abordée. Et il y a un point sur lequel nous allons sans doute tomber d'accord, c'est pour dire que cette équation, cette notion de non-localité survient, comme vous l'avez dit, lorsqu'on essayait de trouver des images dans notre espace tridimensionnel, dans l'espace dans lequel nous vivons, pour expliquer ou illustrer des phénomènes sur lesquels nous sommes d'accord lorsque nous les décrivons dans un espace de Hilbert abstrait. C'est lorsque nous essayons de les décrire dans notre espace à nous que les choses commencent à devenir plus difficiles. C'est là que l'on voit apparaître les notions de non-localité dans les images que nous utilisons. Mais ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est sur le fait que l'on ne peut pas utiliser cette non-localité dans l'espace de Hilbert pour transmettre des informations plus vite que la vitesse de la lumière, etc., etc. Mais personnellement, j'aime bien utiliser la non-localité dans les images que j'utilise dans le monde qui est le nôtre, parce que pour moi c'est utile. Mais en fin de compte, nous sommes d'accord sur les résultats des calculs, c'est ça qui compte. J'invite instamment mes collègues, et vous tous, à apprendre à vivre dans le monde quantique. Et c'est précisément pour ça qu'on a organisé ce colloque de cette semaine.
Close to the Je crois qu'on arrive à la fin de la session des questions. Je vais encore poser une dernière question qui est peut-être une question un peu plus pratique. transporter l'électricité sur des grandes distances, où en sont les recherches et expériences allemandes à ce sujet. So I will say it in English. Can the superconductors be used to transport electricity? Je répète en français, en anglais. Alors, que pouvez-vous nous en dire? Les supraconducteurs, on peut les utiliser justement pour transporter du courant d'électricité sur de grandes distances. Environ une douzaine de câbles supraconducteurs à haute température fonctionnent dans le monde entier. Il y en a de plus en plus qui seront posés. Pour ce qui est de la science fondamentale et de la recherche fondamentale, la recherche, en fait, elle a déjà été faite sur ces supraconducteurs de cuprate. Donc, c'est simplement une question d'ingénierie pour essayer de réduire les coûts. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans bien des pays. Je dois dire que les efforts consentis en matière de recherche en Allemagne sont pas très impressionnants. C'est assez décevant d'ailleurs. Parce que ces câbles sont quand même un moyen très efficace pour transporter du courant. Et un pays très développé du point de vue technologique comme l'Allemagne, qui utilise beaucoup d'électricité, a besoin de câbles justement pour pouvoir utiliser cette électricité et utiliser les meilleurs câbles possibles pour ce faire. Donc il y a beaucoup de recherche qui se fait aux États-Unis d'Amérique, dans des laboratoires nationaux comme celui de Oak Ridge et Los Alamos, et dans les sociétés de American Superconductors. On fait beaucoup de recherches en Asie, mais malheureusement pas autant qu'on le souhaiterait en Allemagne. Bien, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de la question, en tout cas à notre niveau. Je souhaiterais commencer par remercier Jochen Mannhardt pour son exposé vraiment limpide. Then those of you who are accustomed Ceux qui ont l'habitude des colloques Wright ont remarqué que nous avons nos 5 orateurs à la tribune, ce qui est quand même très agréable. Donc je vous remercie de votre contribution à la discussion. Et demain, nous nous retrouvons à 18h30. À demain. Merci.